Est-ce que n'importe qui peut visiter un centre d'archives? Je dirais que non, moi. Que n'importe qui peut visiter un centre d'archives? Pourquoi pas? Oui, je pense bien. Oui. Non, ça prend une autorisation quelque chose. Ça. Je dis que non, parce que c'est sacré, les archives. Non. Centre d'archives? C'est pas n'importe... je pense que tu peux, mais t'as pas accès à tout, normalement. Tout le monde peut y aller, probablement, mais genre, il y a des trucs restrictifs. Ben, en même temps, c'est logique, il y a des trucs secrets, là, oui, mais ils n'ont pas accès à tout. Oui, c'est ouvert au public, oui. La réponse, oui, n'importe qui peut visiter l'un des 10 centres d'archives nationales du Québec. Par contre, il est recommandé de prendre rendez-vous. On peut par exemple y trouver de la documentation spécialisée en généalogie, en histoire régionale et locale, des microfilms, des documents visuels et sonores. Ce sont de véritables cavernes d'Ali Baba pour quiconque s'intéresse à l'histoire. Avec l'historien et muséologue Gaston Gagnon, je découvre aujourd'hui les archives de la famille Dubuc. Mon nom est Marie-Julie Gagnon et je suis journaliste. Dubuc a fait en sorte que d'inscrire la région dans la grande industrie, c'est quelqu'un qui voyait grand. C'est l'homme de projet. Et c'est en même temps celui qui a permis d'inscrire la région véritablement dans l'histoire nationale. Aujourd'hui, Gaston, on visite le Centre des Archives nationales du Québec à Saguenay. C'est un endroit que vous connaissez bien, ça? Je pense que oui. Comme tout centre d'archives, hein, c'est pas fait simplement pour la conservation, pour la mémoire, c'est fait aussi pour la consultation, donc pour la connaissance. C'est un fonds Dubuc, quand ils l'ont acquis, qui était très important. C'est 73 mètres linéaires de documents, donc c'est considérable. Les héritiers Dubuc, particulièrement Antoine, l'un des fils de Julien-Édouard Alfred Dubuc, ont souhaité rassembler et préserver les archives familiales. En plus du fonds J.E.A. Dubuc, classé dans environ 250 boîtes, on trouve aux Archives nationales de Saguenay le fonds Vincent Dubuc, qui contient notamment la correspondance amoureuse de leurs parents, mais aussi de nombreux films et photos. On a demandé à Myriam Gilbert, qui travaille ici, de nous sortir différents éléments. Bonjour, Myriam. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut voir là, comme archive au fond Dubuc, dans le fond Dubuc? Bien là, je vais vous montrer. Dans le fond, c'est le journal personnel d'Anne-Marie Palardy, qui était l'épouse de J.A. Dubuc. C'était du scrapbooking avant l'heure, parce que c'est ce qu'elle a fait. Et là, vous portez des gants blancs. Il faut quand même expliquer que ça a l'air d'un vieux grimoire, ce livre-là, ce journal-là. Oui. C'est très fragile. En fait, on l'a numérisé et il est plus manipulé aujourd'hui. Donc là, on vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'était vraiment tout ce qui arrivait dans leur vie. Donc, ça part là dans sa jeunesse, avant son mariage. Ah, mon Dieu! Et puis, surtout après le mariage. Hein, ils se sont mariés en 1893, si ma mémoire est bonne. Oui. 27 septembre 1892. À midi, je recevais une lettre m'annonçant l'arrivée de Dubuc. Pour le soir. De fait, j'ai passé la plus agréable soirée du monde. Comme il était charmant, et il va me quitter pour 5 ou 6 mois. Quel ennui pour moi. Il part jeudi matin pour Chicoutimi. Il ne reviendra maintenant que pour se marier. Je l'aime au point de le suivre partout où il ira. L'ennui pour moi va être très grand. Comme je l'aime, c'est surprenant. Tant mieux. Le 21 juin 1893, il y a des petites fleurs qui sont collées. Des petites fleurs séchées, dans le fond, qui ont quand même presque 130 ans. Wow! Puis il y a une petite feuille argentée aussi qui a été collée. Wow!
On l'a mentionné dans le premier épisode, avant de faire la rencontre de Julien-Édouard Alfred Dubuc, Anne-Marie Palardy se destinait à la vie religieuse. Son journal témoigne d'ailleurs de l'importance que la religion a occupée tout au long de sa vie. Elle y a méticuleusement noté des informations liées à sa vie privée, mais aussi à la carrière de son mari. En le feuilletant, on découvre des prières, des découpures de journaux, des avis de décès, des télégrammes, des fleurs séchées, des textes entourés de fioritures. On découvre même le menu de banquet organisé pour les ouvriers, imprimé sur du papier de pulpe. En même temps, ça montre l'intérêt qu'elle avait, Anne-Marie, de conserver la mémoire de sa vie, celle de J.A. Dubuc et de sa famille. Ouais. Donc, on a une entièreté, en fait, justement, de cette période qui couvre ses années d'éducation, parce qu'elle a étudié, elle aurait pu enseigner, elle avait une formation d'enseignante. Mais en même temps, tous ses amis, ses liens avec, la Nouvelle-Angleterre, puisque son frère était médecin à cet endroit. Et bien sûr, la carrière de Dubuc lorsqu'il est nommé à la Banque nationale à Sherbrooke. Ensuite de ça, bien sûr, le mariage. Puis après, on a les décès des enfants, comme Pauline, par exemple. Ah oui, et, donc elle a pu tout regarder. Oui, tout est là. Fleurs qui reposèrent sur les restes vénérés de mon regretté père. Elle gardait tout. Chacune des pages, j'ai l'impression que... C'était une archiviste aussi Oui. dans l'âme. Oui. Ouais. Oui. Et là, on arrive en tournant à Oui. la page 42, c'est écrit « Vacances en rouge » du 15 août au 1er septembre 1896. Puis là, elle écrit « Superbe voyage au pays de nos amours ». En 1898, quand son mari part pour l'Europe pour la première fois, Anne-Marie écrit dans son journal. 1898? Oui. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Que dira ma douleur? Qui comptera mes larmes? Qui analysera cette cruelle séparation? Jamais je n'ai ressenti un chagrin aussi vif que ce matin du 10 octobre 1898 à 6h15. C'était un couple très uni. Donc, alors, à toutes les fois qu'ils partaient en voyage, pour elle, c'était un déchirement. Elle est allée plus tard, elle, en Europe, là, aussi. À un moment donné, elle l'a accompagnée là, dans ses voyages. Mais à l'époque, là, c'est sûr qu'elle avait des jeunes enfants aussi. Là. Là, c'est sa première maison. Alors, à l'époque, les Chicoutimiens appelaient ça le château du Buc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une photo de la maison. Au-dessus, c'est écrit « Home Sweet Home ». Puis en dessous, elle écrit... Cette photographie me rappellera toujours une époque bien aimable de notre vie, celle de notre entrée dans notre maison. Cet événement s'est effectué au mois de juin 1899. Et sur la photo, elle a collé là, des espèces de des petites décorations dorées. Donc, on sent que c'est un événement qui méritait sa page entière dans le livre. Absolument, avec ses deux enfants, vraiment Vincent et Antoine, qui sont apparaissent. devant. Là, on arrive à la page « Premier voyage en Europe, 13 novembre 1907 au 12 janvier 1908 ». Et là, elle détaille son premier séjour en Europe. C'est quelque chose, là. Alors, ça c'est la suite de la mort de Pauline. Après ça, il va faire son fameux tour de France avec un chauffeur. Hein. Ils embarquent à Paris. Et là, ils ont un chauffeur qui les accompagne partout dans la France. Wow! Et c'est son premier, donc elle va faire ses voyages jusqu'en 23. Donc c'est en continu. Et c'est dans l'idée d'être en lien avec ses enfants, son entourage. Ça permet aussi en même temps de comprendre la vie du couple hors de Chicoutimi et de donner vraiment aussi une dimension des relations sociales. Moi, je ne m'intéresse pas à Dubuc du point de vue du héros, on pourrait dire, OK? Mais c'est plus l'histoire sociale qui m'intéresse à travers sa vie.
Parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre seulement un individu si on ne le voit pas en lien avec sa communauté, avec les gens qu'il rencontre, son entourage familial, et aussi ses sources de motivation. Ouais. Ces sources de motivation ici sont vraiment le développement. Est-ce que c'était courant à l'époque qu'un homme d'affaires voyage comme ça en compagnie de sa femme? Oui. Oui, parce que, d'ailleurs, lorsqu'on lit les journaux, là on a le scrapbook, le journal d'Anne-Marie, mais il faut comprendre que si on consulte les autres archives, là, on a plus les lettres et cette correspondance, en fait. Là, ça nous donne vraiment aussi les gens qu'il rencontre. Bon, c'est des Canadiens français, c'est des politiciens, c'est des hommes d'affaires, c'est des Canadiens anglais, des Américains, mais aussi des Anglais qui retournent en Angleterre ou des Français qui retournent dans leur pays. Mm-hmm. Et c'est des journaux qui permettent aussi de déterminer le statut social dans lequel ils sont. C'est en première classe, OK? Donc, je vais vous donner juste un exemple. Dans les bateaux, ils ont une chambre, mais ils ont un salon, ils ont un bureau, un espace de travail. Donc, c'est pas simplement un petit espace avec une cabine. Donc, vous voyez, c'est vraiment une suite. Oui. Le bruit des pages qu'on tourne, j'ai presque peur qu'elles cassent. C'est un album en carton, hein, que je manipule en ce moment avec mes petits gants blancs, là. Donc, on a ici des scènes touchantes. Ça semble être une scène mère-enfant. Oui, puis là, on voit vraiment Dubuc agenouillé dans la chapelle, en train de prier. Avec la petite fille aussi qui tire à quatre épingles avec son père en habit, avec petit nœud papillon. Alors ici, on a l'évêque, Michel Thomas Labrec. Moi, ce que j'aime, c'est que vous les reconnaissez tous, là. Vous êtes intime avec eux, là. Okay. En quoi il est exceptionnel, le Fonds Dubuc? Bien, c'est un fonds qui est immense, d'un. C'est un de nos plus gros fonds avec le fonds de la compagnie Price, qui est un autre fonds privé. Donc, qui détaille aussi sur plusieurs années, même générations, l'histoire d'une famille bourgeoise de l'époque, ce qui n'était pas courant non plus. Dans la région? Dans la région. Et donc, puis c'était quelqu'un qui était marquant aussi, une famille marquante pour la région. Donc, c'est vraiment la qualité des documents, la façon dont ça a été conservé, c'est exceptionnel. Donc, c'est vraiment là, unique, je dirais un fonds unique au Québec qu'on détient. Il n'a pas laissé d'écrit personnel sur sa vie. Et ça, c'est typique de... Marguerite Yourcenar le mentionne, c'est qu'un homme d'action n'a pas le temps d'archiver ses actions. OK? Bon, c'est Anne-Marie qui va le faire pour lui. OK? Bon, ou ses enfants. Alors, lui, bien sûr, il n'a pas documenté sa vie, mais le fait de retrouver tout ça nous permet de faire sa vie. En même temps, ça laisse planer un certain mystère sur lui parce qu'on ne sait pas forcément comment lui se sentait pendant tous ces événements marquants-là. Non, mais en même temps, lorsque, on met de l'attention dans une recherche, on a tant de beaux témoignages sur sa vie, sur lui comme individu, le côté, la générosité qu'il avait, l'attention envers, ses proches. Tout ça... Et lorsqu'il décède, évidemment, en 1947, on a vraiment là beaucoup, exemple des télégrammes, on a des lettres, donc les enfants reçoivent tous ces témoignages et on a des articles dans la presse aussi. Parce qu'à travers sa vie, on peut penser que finalement, il y a eu vraiment toujours une ligne en ascension, mais en même temps, on sait que il aurait pensé être sénateur, mais non, il n'a pas été sénateur parce qu'il a voté contre la conscription et donc il n'a pas pu accéder à cette fonction à la fin de sa carrière politique. Alors, pour moi, c'est lorsqu'on a fait le tour sur tous ces témoignages, on peut mieux scruter l'intérieur de l'âme de l'individu. Contrairement aux autres hommes d'affaires, il n'y avait pas une réputation d'être souvent, les hommes d'affaires avaient des réputations d'être durs ou des gens qui n'étaient pas prêts. Je pense que c'était un homme de cœur. Il avait la réputation d'être quelqu'un qui avait un grand cœur. Qu'est-ce que toutes ces archives-là nous disent sur Dubuc, Myriam? Bien, c'est ça démontre, dans le fond, son souci
de l'avancement de la région, l'avancement des gens, des ouvriers. Donc, les conditions, c'est sûr que les conditions étaient difficiles, évidemment, là, c'était l'époque. Mais je pense que c'était un des hommes d'affaires qui avait une vision pour la région. Puis il voulait vraiment... dans le fond, c'était un visionnaire. C'était quelqu'un qui était avant son temps, je pense. Donc, il voulait vraiment le développement. Et puis, que ça rayonne, que la région rayonne à l'international même. Fait que je pense que c'était quelqu'un là, qui voyait grand, autant dans sa vie personnelle que pour ses compagnies puis pour ses employés. Là. Au-delà de son propre succès, en Ouais. fait. Il nous semblait impensable de ne pas passer saluer Julien-Édouard Alfred Dubuc au cimetière Saint-François-Xavier, où il est enterré avec sa famille. On arrive au cimetière. Oui. Alors, on est devant la stèle de la famille Dubuc. Donc, après ses funérailles à Sacré-Cœur, il va être reposé ici, en même temps que tous les siens. Pour moi, c'est un lieu tout à fait important parce que c'est vraiment sa dernière trace. La simplicité qu'on retrouve sur la stèle, c'est une simplicité désirée par Dubuc. Donc, il y a ce trait de sa personnalité qui est encore là. C'est pour ça qu'il y a une vie riche, mais pour les historiens ou pour les muséologues, il y a une vie à faire rêver. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que je verrai plus jamais certains lieux de la région de la même manière. Ce voyage sur les traces de Julien-Édouard Alfred Dubuc et sa famille m'a amené à réaliser l'impact de ce grand bâtisseur dans nos vies, mais aussi à revivre certains moments marquants de l'histoire à travers ses yeux. Si, comme moi, vous avez envie de poursuivre l'exploration, sachez que le fonds d'archives JEA Dubuc est en partie numérisé et accessible en ligne sur le site de la BANQ. La pulperie de Chicoutimi est bien sûr incontournable pour plonger dans l'histoire de Dubuc. Sur les traces de Julien-Édouard Alfred Dubuc est une série produite par Balado Boréal pour la pulperie de Chicoutimi, musée régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec. Producteur exécutif, Carl Gaudreau. Productrice, Caroline Gagnon. À la direction de projet, Rémi Lavoie et Kathleen Vickers. À la scénarisation, à la réalisation et à la narration, Marie-Julie Gagnon. À la recherche, Gaston Gagnon. Au son et au montage, Charles-Maxime Lemay. À la conception musicale, Saga Stratégie sonore. À la conception visuelle, Alexa Tremblay-Francoeur. Comédien, Valérie Essiambre. À la coordination, Geneviève Bélanger-Genet. Merci aux Archives nationales du Québec à Saguenay, plus particulièrement à Myriam Gilbert pour sa précieuse collaboration, ainsi qu'à l'Église Sacré-Cœur, au cimetière Saint-François-Xavier, à la Place du Royaume et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Une production Balado Boréal.